Allez, nouveau numéro de valeur ajoutée sur Boursorama. Aujourd'hui, on revient sur ces secousses qui frappent les marchés boursiers. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Bon, on a des places financières qui swing, qui dévissent, un pétrole qui flambe au-delà des 105, 110 dollars, ça bouge évidemment très vite. On a des taux d'intérêt sur les dettes souveraines mondiales qui dégringolent aussi. Tout ça est assez violent et personne n'a vu venir. Non, le marché s'est fait surprendre. Il n'y a pas que le marché d'ailleurs. Tout le monde s'est un petit peu fait surprendre de la violence finalement des événements et de la rapidité des événements. Donc effectivement, vous l'avez dit, les marchés ont dévissé. Le S&P est rentré dans le territoire de la correction, donc plus de 10% de baisse pour la première fois depuis mars 2020. On ne parle pas des indices russes ou du rouble qui ont perdu plus de 30%. Le pétrole, effectivement, et les matières premières sont en train de s'envoler. On est à des niveaux en termes pétrole qu'on n'avait pas vu depuis 2014. Donc là, on a un vrai changement de marché. On rebat les cartes, on redistribue les cartes. Donc, on se dit que c'est normal quand même que les investisseurs soient nerveux à ce point. Au CAC 40 aussi, qui en baisse, Raphaël, de 10% sur un mois. C'est excessif ou c'est normal puisque le marché, vous l'avez dit, s'est fait surprendre et qu'il est très difficile d'anticiper pour les marchés la géopolitique? Là, c'est très difficile. Très difficile d'investir, une grande incertitude. On le sait, on peut avoir dans un sens ou dans l'autre des événements qui justifieraient que le marché redécale à nouveau fortement. Donc la plus grande prudence est de mise évidemment en termes d'investissement. On va regarder plusieurs indicateurs pour ce faire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le marché a fortement dévissé d'une part. Il avait commencé dès janvier d'ailleurs pour d'autres raisons. On se souvient, les thématiques d'inflation, de ralentissement économique. Et donc, il n'y a pas une surréaction, il n'y a pas une surréaction quand même sur l'ensemble des classes d'actifs, qui est normale puisque l'incertitude est totale. Bah, si vous prenez le mois de février par exemple sur le S&P, on est à -3. Donc finalement, on n'a pas tant dévissé sur l'Ukraine et cette réaction initiale a tout de suite été confrontée à des investisseurs qui sont revenus sur le marché, qui ont acheté à des niveaux plus bas. On sait que les flux entrants dans les fonds actions la semaine dernière ont été positifs, donc les investisseurs ont essayé d'acheter ces niveaux plus bas. Et au final, on a -3% sur le mois de février sur le S&P. Ce n'est pas excessif compte tenu des mouvements qu'on a vus récemment. Il faut reconnaître qu'il est impossible aujourd'hui de savoir où vont aller les marchés boursiers à court terme parce que personne ne sait où va cette guerre. Voilà, c'est ça. Enfin, Absolument. Donc on ne va pas se risquer à dire voilà. Où sera le marché dans une semaine, personne ne sait. Je veux dire. Par contre, la question, c'est les points bas. Est-ce qu'il y a des points bas? Est-ce qu'on est proche des points bas? Même là, on ne sait pas. C'est très difficile. Évidemment, il ne faut pas essayer de deviner ce qui va se passer demain ou ce qui se passe dans la tête du président Poutine. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on n'y arrivera pas. Donc il faut essayer de regarder à travers cet épisode de volatilité. Il y a énormément de dispersion dans ce marché, donc des écarts de performance, de rendement, de valorisation entre les valeurs. Donc si vous prenez un petit peu les niveaux sur l'année, le Nasdaq fait -12, vous l'avez dit, le CAC est aux environs de -10, -9, le S&P aussi. Donc évidemment des niveaux plus bas. On reste néanmoins sur des valorisations qui ne sont pas nécessairement peu chères sur un historique plus long, ça c'est à regarder d'une part. Mais d'autre part, à l'intérieur de ces grands indices, on a des grandes dichotomies de marché, des grandes dislocations. Il y avait une statistique intéressante. Si vous prenez par exemple le Nasdaq, 69% des valeurs du Nasdaq sont inférieures à 20% de leur plus haut historique récent. Donc il y a eu des très gros mouvements sur certaines valeurs. Bah justement, le temps est venu d'être contrariant peut-être, justement, même si il reste quelques pourcentages ou plus de baisse, être contrariant, revenir justement. En début d'année, on nous avait dit, bon ok, il y avait une sortie des politiques monétaires, mais le marché pouvait encore grappiller un petit peu. Donc là, on est plus bas, c'est une occasion, non ? Alors, on peut redéployer, probablement que si on a des liquidités de manière prudente, effectivement, on va trouver des points d'entrée attractifs sur certaines valeurs. Peut-être que c'est aussi le moment d'être raisonnable dans son allocation, pas aller faire des grands paris très aléatoires ou très binaires sur certaines valeurs, se concentrer sur des valeurs plutôt défensives, de qualité, qui ont cette capacité de résister sur le long terme à cette thématique de l'inflation qui est présente et même s'est accentuée ces dernières semaines. Faire attention aux multiples aussi, aux valorisations que vous payez. Effectivement, si on rentre dans un univers où l'inflation est amenée à perdurer, en particulier à cause de cette dynamique des prix sur les matières premières, les hauts multiples souffriront. Donc la qualité à prix raisonnable
dans un marché incertain, inflationniste et volatile, c'est très clairement quelque chose à privilégier. Bon, après, quel impact économique? Je pense notamment à nous en Europe, des sanctions, des contre-sanctions que tout ça va avoir sur l'économie, encore une fois sur notre économie, sur l'économie européenne. On a un baril qui est à entre 105 et 110 dollars et on passe rapidement, ça a largement été évoqué ici et ailleurs, sur déjà les avoirs de la Banque centrale russe, les sanctions, les mesures de rétorsion européennes et américaines gèlent quand même de la moitié des avoirs des 650 milliards de réserves de change de la Banque centrale russe, coupure partielle, on sait, du système SWIFT pour les grandes banques russes, gèle des avoirs des proches de Poutine. Tout ça va avoir évidemment mécaniquement des conséquences sur l'économie russe, mais à contrario, chez nous aussi, quelles conséquences? Quel ralentissement? De combien la croissance sera réduite en Europe? C'est une excellente question, une vraie incertitude aujourd'hui. Alors effectivement, on peut commencer par l'économie russe. Peut-être le marqueur de différenciation de cette crise comparée aux précédentes, la Crimée, la Géorgie et d'autres, c'est que l'Ouest, les pays occidentaux, ont eu la volonté de frapper dur et fort en termes de sanctions économiques. Donc aujourd'hui, l'économie russe est à genoux, elle est en lambeaux. On sait qu'elle a perdu 30% de sa valeur exprimée en dollars à la suite de la baisse du rouble, encore une fois de 30%. Aujourd'hui, le secteur bancaire est très fragile. On a des épargnants qui se précipitent aux distributeurs de billets pour retirer leur épargne. On a des oligarques qui sont centraux dans cette économie, qui aujourd'hui souffrent et se désolidarisent petit à petit du pouvoir. Donc on a une situation qui n'est pas tenable aujourd'hui pour la Russie à court, moyen ou long terme. On ne va pas rentrer dans la géopolitique, on n'est pas là pour ça, mais clairement, le président Poutine est dans une situation difficile de manière domestique et tout ça pourrait avoir de l'impact sur la suite des opérations militaires. Ça, c'est une première chose. La deuxième question que vous posez et qui est la bonne, c'est comment lire cette fébrilité et ce changement géopolitique pour les économies européennes et américaines. Et ça, c'est très difficile. Ça va dépendre effectivement de la suite des événements. Un impact qui est certain, c'est la hausse des prix des matières premières. En Europe, c'est un impact important. On sait que 40% de notre gaz naturel, de notre consommation vient de Russie. Et ça, c'est parti pour perdurer un petit peu, quels que soient les scénarios. L'inflation va perdurer plus longtemps. Donc plus d'inflation, moins de croissance, c'est pas un très bon cocktail. Hein. Non, effectivement. Et cette thématique de stagflation, de stagnation économique couplée à l'inflation, qu'on avait un petit peu mise de côté en fin d'année dernière, peut-être va revenir. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Et la question qui va suivre, c'est que vont faire les banques centrales? Exactement, parce que cette guerre en Ukraine, ça complique sérieusement la tâche. Encore plus de la Fed, mais aussi de la BCE pour ralentir l'inflation qui accélère évidemment mécaniquement et donc pour resserrer leur politique monétaire. Alors, j'aimerais pas être banquier central aujourd'hui, ça c'est une certitude. On a aussi peut-être deux situations qui sont assez différentes entre la Fed et la BCE. Si on prend la Fed, l'économie américaine est un petit peu moins impactée par les conséquences économiques de la guerre en Ukraine. On a aujourd'hui, si vous regardez les échanges commerciaux des États-Unis avec la Russie et l'Ukraine, c'est moins de 1%, donc l'impact économique direct est marginal. En termes de gaz, de consommation et de production de gaz, les États-Unis sont producteurs nets de gaz, donc il n'y a pas de sujet comme on peut avoir en Europe. Peut-être le sujet, ça sera évidemment un ralentissement de la croissance d'une part, et puis surtout la hausse des prix du baril, qui là, pour le coup, auront un impact. Avec la Russie qui est un des premiers producteurs de pétrole absolument dans le monde. Donc que va faire la Fed? Clairement, elle va ralentir, c'est ce que le marché a l'air de dire. Plus personne price aujourd'hui une hausse de 50 points de base, a priori, au mois de mars, de ses taux directeurs. Tout à fait. Le marché est en train de réviser ses attentes, mais globalement, le chemin reste assez similaire. On va augmenter les taux cette année. On était à 6-7 augmentations de taux avant l'Ukraine. On sera plutôt peut-être à 5, on va voir. Mais le chemin reste assez similaire. Pour la BCE, la situation est beaucoup plus compliquée. Quand on regarde pour l'Europe... Pourtant, il y a moins d'inflation. Alors, il y a moins d'inflation qu'aux États-Unis. Tout à fait. Mais on sait que l'impact inflationniste sera probablement plus important en Europe. L'Europe est très dépendante du gaz russe, d'une part. Économiquement, les liens entre la Russie et l'Europe sont beaucoup plus forts, en particulier dans certains pays. On le sait, l'Italie, l'Allemagne, l'Europe de l'Est. Donc là, clairement, il y a un vrai impact économique, il y a un impact inflationniste qui est fort. Et la Banque centrale a deux problèmes. Elle est en retard, encore plus en retard que la Fed. Elle n'a pas encore vraiment entamé ce processus de remontée des taux et de resserrement monétaire. Sauf que le ralentissement sera plus prononcé en Europe qu'aux États-Unis, donc ça lui donne une petite marge de manœuvre. Elle a peut-être un petit peu cette marge de manœuvre, mais elle est très très loin. Aujourd'hui, elle rachète du papier. On est en quantitative easing à un moment où l'inflation est très forte et le risque de stagflation est important. Donc elle est en retard.
Et puis, elle doit jouer ces cartes qui sont difficiles et qu'elle a toujours eu en main, qui consistent à avoir d'une part la périphérie et d'autre part le noyau. Donc l'Allemagne et la France côté noyau, la périphérie, on les connaît, ce sont les Espagne, PIGS. Italie. Et les PIGS aujourd'hui sont fébriles. PIGS, Portugal, Italie, Grèce, Espagne. Exactement. Ils sont fébriles, l'Italie va souffrir de cette crise russe, et donc il y a un potentiel pour que finalement il y ait un écart qui se fasse entre la périphérie d'une part et des taux qui remontent très vite, et le noyau qui reste stable. Donc et défi, c'est un défi pour la BCE. Donc, il va peut-être falloir changer de logiciel. La BCE avait communiqué sur le fait qu'elle allait d'abord mettre fin à son quantitative easing avant de remonter les taux. Est-ce que finalement on pourrait imaginer un environnement différent où on continue à acheter du papier peut-être périphérique? J'en sais rien, c'est très compliqué. Mais clairement là, il y a une inconnue, il va falloir que la BCE soit inventive. Ouais, d'autant qu'on a une détente spectaculaire, Raphaël, sur les taux souverains, je l'ai dit, sur 24 heures, sur les OAT français, sur le 10 ans, on a perdu 25 points de base. Enfin, c'est un mouvement hyper violent. Très violent. Aujourd'hui, les taux sont pris en tenaille entre deux dynamiques. Une dynamique évidemment inflationniste, on l'a dit, les matières premières remontent, et ça doit en théorie faire remonter les taux aussi. Mais une dynamique aussi. Quality. La recherche de la qualité, la peur, la sortie des marchés actions, la peur et donc l'achat de bons du Trésor qui fait mécaniquement baisser les taux d'intérêt, c'est ça. Donc il y a ces deux mouvements en ciseaux. Tout à fait. Et aujourd'hui, le mouvement de la peur, le mouvement de stagflationniste, le mouvement qui consiste à penser que oui, les banques centrales vont très fortement ralentir pour laisser les économies se ressaisir, domine, vu qu'on est, comme vous l'avez dit, 20, 25, 30 points de base plus bas en taux qu'on était il y a 2 semaines. On se dit, on finit là-dessus, Raphaël, que tous les scénarios qui prévalaient en début d'année sont entièrement à revoir. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les cartes sont entièrement rebattues, vraiment. Et effectivement. Surtout si le conflit devait amener à s'enliser, à durer. Il y a plusieurs choses à revoir, effectivement, vous avez raison. Déjà, cette grande incertitude, et encore une fois, la prudence est de mise. On pense chez Tikehau Capital que investir lourdement dans un sens ou dans l'autre, compte tenu de l'incertitude, est très difficile en ce moment. On a cette dynamique, effectivement, de remontée des taux qui a changé. Et donc, cette rotation qui avait lieu, qui était très prononcée en faveur, par exemple, de la value au détriment de la croissance, ou vis-à-vis des variations de multiples, est un petit peu mise à mal dans la mesure où il y a une incertitude sur la suite de la politique monétaire et la suite de la remontée des taux. Donc ça change un petit peu le paradigme. De notre point de vue, quand on investit sur les marchés, il ne faut pas être sur un horizon d'une semaine, d'un mois ou d'un an. Il faut investir sur le très long terme, le capital patient. Et donc comment on se positionne une fois qu'on a dit tout ce qu'on a dit jusqu'à présent? Les quelques certitudes qu'on a, il n'y en a pas beaucoup, c'est que en théorie, on est reparti pour un cycle inflationniste. On en avait de très fortes intuitions avant la guerre en Ukraine. Avec ce repricing des matières premières, l'intuition se confirme. Donc l'inflation est partie pour rester. Donc il faut probablement positionner son portefeuille en conséquence sur l'obligataire des durations faibles, donc des sensibilités au taux d'intérêt qui sont faibles, peut-être davantage d'high yield que d'investment grade par exemple, tout en étant sur de la qualité encore une fois. Sur la partie action, rester sur des multiples raisonnables. Le potentiel pour que ces hauts multiples continuent à dégringoler comme ils le font actuellement est fort. Et puis d'autre part, ce segment de qualité dont on parlait tout à l'heure, des marges importantes, du pricing power pour faire passer la hausse des coûts, des bases d'actifs faibles qui ont tendance à être moins coûteuses dans le cycle inflationniste. Tout ça, sur des temps longs d'investissement, doivent amener de la surperformance. Bon, voilà l'explication et point de vue signé Raphaël Thuin pour Tikehau Capital. Merci Raphaël. Merci beaucoup. Et Valeurs Ajoutées revient très vite sur Boursorama.